Mais le procureur qui doit décerner mandat de dépôt reçoit le mis en cause, l'écoute et l'interroge. S'il avait interrogé Louis-Philippe Oundéon, lui aurait dit « Je n'ai pas 6 enfants, j'en ai 4 ». Mais d'où sort alors ce chiffre de 6 enfants si ce n'est pas Louis-Philippe Oundéon lui-même qui a dit ça? Ce chiffre ressort peut-être d'une erreur qui a été commise à la brigade criminelle. Et ça prouve que le mandat a été établi avant. Mais si c'est une erreur, elle peut être juste matérielle, non, Maître Keke? Nous sommes en matière de procédure pénale. Une erreur, ça peut aller. Je peux encore l'accepter. Mais 2 erreurs. Mais revenons un peu à l'heure du mandat de dépôt. Louis-Philippe Oundéon n'a pas le don d'ubiquité. Vous l'avez pas, je l'ai pas. Mais peut-être à la criette, et je l'ai plaidé, ils ont peut-être le don d'ubiquité procédurale. C'est-à-dire, il y a une double procédure. Vous voyez, le don d'ubiquité, c'est quand quelqu'un peut être à 2 endroits à la fois. Le Christ là. il paraît. Mais j'y crois, j'ai la foi. Le Christ là. Mais je n'ai pas encore trouvé de procédure christique à la criette, ni nulle part ailleurs au monde. Donc à partir de ce moment-là, Louis-Philippe Oundéon était en train d'être auditionné à la brigade criminelle à 13h. Le mandat de dépôt est prêt à 13h. Je vais prendre un élément de comparaison que j'ai pris à la criette. Un acte qui devait vous être notifié, communiqué, le 16 décembre. On écrit dans l'acte qu'on vous l'a communiqué le 13 décembre. Comment on appelle ça? C'est un acte anti-daté. Donc c'est un faux, c'est de la fraude. Et la fraude, on dit en matière de droit, corrompt tout. Ça corrompt tout. Plus encore en matière pénale. Alors, si vous permettez, Maître Keke, pour faire simple, revenons en arrière. Quand vous dites qu'à la brigade criminelle, il était là encore à 13h, eh bien, c'est après la brigade criminelle, c'est après la police que, normalement, celui qui est interrogé est renvoyé au tribunal. C'est bien ça. Donc, il ne peut pas être à la brigade criminelle, la procédure ne pas avoir été bouclée à la brigade criminelle et déjà à la criette où on l'attend, on dépossède déjà son mandat de dépôt. C'est bien ce que vous dites? C'est bien ce que je dis. Je vais prendre un autre exemple pour que les auditeurs comprennent. Les policiers, c'est pas eux qui m'envoient en prison. Ils peuvent vous mettre en détention provisoire, en garde à vue. OK? Vous êtes là, vous attendez, et ça ne dure pas plus de 8 jours, sauf erreur de ma part. Et eux, ils pensent que les faits sont avérés, que vous devez aller en prison. Ils viennent devant le juge, le procureur vous dit, je vous mets sous contrôle judiciaire. Je mets la personne que vous avez présentée devant moi sous contrôle judiciaire. Je lui dis, on lui retire son passeport, il ne sort pas du Bénin, on ne fait pas ceci, ou il paye telle caution, et voilà. Mais le procureur doit déjà avoir entendu le mis en cause avant de décerner son mandat de dépôt ou de le placer sous contrôle judiciaire. Ce qui n'a pas été le cas de ce mandat de dépôt, puisqu'il a été signé à 13h, alors même que Louis-Philippe Oundéon était encore dans les locaux de la brigade criminelle. Quand vous lisez le mandat de dépôt, ce qui est écrit dessus, on écrit « par devant nous, en notre cabinet ». C'est ce que le procureur écrit. Ça veut dire que la personne est venue devant lui, en son cabinet, si à tel endroit. Donc, à ce moment-là, si c'est devant lui, c'est pas à 13h. À 13h, Louis-Philippe Oundéon, je vais insister, je vais le marteler. Louis-Philippe Oundéon était à la brigade criminelle. À Blangandan. À Blangandan. Il n'était pas à Gary. Il ne pouvait pas l'être. Il n'a pas le don d'ubiquité christique. Il y a un problème. Il y a un véritable problème. Et je n'ai pas dit que j'ai honte, mais je dis que j'ai peur. J'ai une peur bleue, une peur sidérée. C'est pas possible que de telles choses puissent se passer et qu'on laisse passer. C'est pour ça que nous avons insisté sur ce vice-là, cette faute-là. Pour nous, le mandat de dépôt est un faux. Si c'était un acte privé, ça allait se comprendre. Ok, vous signez un contrat avec quelqu'un, vous l'antidatez, et le type veut soulever de j'abandonne. Mais ici, il s'agit de la liberté d'un être humain. Il s'agit de la liberté d'un citoyen. Il s'agit de la liberté d'un fils. Bonjour à tous, bienvenue. Fraude, usage de faux. Les accusations à l'encontre de la justice béninoise sont assez graves pour ne pas s'y intéresser. De quoi parlent les avocats de Louis-Philippe Oundéon? Nous allons essayer d'en savoir un peu plus à travers ce numéro de Grand Angle. Maître François Atelier Keke nous expliquera en mots simples ce qui s'est passé lors du procès du 16 décembre 2024, les exceptions soulevées par la défense et surtout les accusations de fraude dans la procédure judiciaire de leur client Louis-Philippe Oundéon. Maître François Atelier Keke, bonjour. Bonjour, monsieur Vigilant Avancé. Bonjour et bienvenue sur l'émission Grand Angle. Merci de m'avoir invité. Alors,
Pour le public, quand on dit délibéré, on attend le verdict. Le lundi 16 décembre, vous étiez à la Criette, vous êtes parmi les avocats conseils de Louis-Philippe Houndeyon. Et à l'issue donc du procès de ce lundi, on dit que le dossier est mis en délibéré alors qu'on n'en a même pas encore connu du fond. D'abord, je vais faire une introduction préalable. Louis-Philippe Houndeyon, est un promo. Nous avons fait Calabi ensemble en 1993, sauf erreur de ma part. Vous avez fait l'université ensemble? Nous avons fait l'université ensemble. En fait, nous avons commencé avant que moi, je ne quitte Calabi. Donc, c'est quelqu'un que je connais depuis. C'est comme d'autres amis aujourd'hui qui sont en prison que je connais. Donc, quand il m'a invité à être parmi son collègue de conseil, c'est avec plaisir que je l'ai accepté parce que j'ai une fidélité dans l'amitié. Donc, cette introduction étant faite, concernant le dossier en lui-même. Quand on dit que le dossier a été mis en délibéré le lundi dernier, le 16, ça a été mis en délibéré sur les observations préliminaires et liminaires que nous avons fait, que le collège d'avocats a faites. Ces observations étaient relatives à ce que nous appelons en droit des nullités, qui, à notre avis, devaient une fois pour toutes paralyser la procédure et sortir Louis-Philippe Houndeyon des liens de la prison. Et c'est quand nous avons soulevé ces observations, quand nous avons fait ces observations, soulevé ces exceptions, que le tribunal a dit, OK, sur ces exceptions-là, moi, je vais réfléchir et je vais rendre ma décision le 27 janvier prochain. Autrement dit, il faut pouvoir vider ces exceptions, ces éléments soulevés par la défense avant de progresser, avant d'aller dans le fond du dossier. Exactement, c'est ça. En fait, nous avons soulevé un certain nombre d'exceptions et il faut qu'ils les analysent d'abord, qu'ils répondent à nos observations. Et vous savez, en matière pénale, les avocats, la plupart du temps, n'aiment pas déposer des conclusions. Mais dans un tel dossier, pour obliger le tribunal à réfléchir, nous avons déposé des conclusions. Les conclusions, qu'est-ce que c'est? Les conclusions, ce sont des écritures. Ce sont des écritures que nous déposons au nom et pour le compte de nos clients, dans lesquelles nous faisons nos observations, tant en fait qu'en droit, et nous demandons au tribunal d'y répondre. Et un tribunal normal doit répondre à nos observations. En fait, les motivations du tribunal doivent rencontrer les nôtres pour nous donner raison ou pour nous donner tort. Mais dans ce dossier, je me demande, et j'attends de voir, nous attendons de voir comment le tribunal de la Criette pourra s'en sortir. Vous dites que vous vous demandez comment la Criette pourrait s'en sortir parce que pour vous, c'est assez gros, assez grand, assez grave comme élément, comme conclusion ou comme exception soulevée? Écoutez, je vais passer rapidement en revue les exceptions que nous avons soulevées. Mais avant d'aller là, vous pouvez, en fait, en matière de droit, on soulève des exceptions d'innullité de l'acte. Bon, il y a ce qu'on appelle les nullités absolues et les nullités relatives. Je vais donner un exemple pour que le public comprenne. En partant d'un acte médical, ok? Un médecin vous prescrit, vous avez une inflammation ou une douleur. Vous avez une douleur. Il ne sait pas si la douleur est inflammatoire ou pas. Il vous prescrit du paracétamol. C'est un antalgique qui va calmer la douleur. Mais son collègue va lui dire, ok, non. Son confrère lui dira, tu aurais dû prescrire non seulement un antalgique, mais un anti-inflammatoire. Voilà, ok? Comme du Nurofen. Là, on va dire qu'il a fait une erreur bénigne. Elle est toute relative. Mais si ce médecin, pendant que vous avez des douleurs, va vous prescrire un antalgique de niveau élevé, alors que les douleurs ne sont pas élevées, qui vous est fatal, c'est ce que nous appelons la nullité absolue. Dans le cas d'espèce, les nullités que nous avons soulevées touchent même à l'organisation du droit. C'est quelque chose c'est tellement gros qu'on ne peut pas y échapper. Je prends l'une des premières nullités que nous avons soulevées. Louis-Philippe Houndeyon, quand les policiers arrivent chez lui, ils arrivent en civil, ils escaladent. Ils escaladent son mur, le mur de la clôture de la maison. Exactement. Ils escaladent son mur pour avoir accès à chez lui. Qui le fait? Qui escalade les murs? Ce sont des voleurs ou des personnes mal intentionnées. Parlons terre à terre. Autrement dit, les policiers n'avaient pas le droit d'entrer chez lui en escaladant le mur. En tout cas, pas de cette manière-là. La maison est pourvue de portes. Quand vous allez chez quelqu'un, monsieur Avancet, vous faites quoi? Vous sonnez. Peut-être ont-ils sonné sans avoir vu le portail s'ouvrir. Ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il. Ce qui est constant dans le dossier, c'est qu'ils ont escaladé.
Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Vous n'avez pas escaladé, c'est rentrer chez quelqu'un par effraction. Ça ne se fait pas. C'est indigne de la police républicaine. Il faut le dire. Ils n'ont pas à escalader les murs d'une maison pour y avoir accès. Ils arrivent, on sonne, on n'ouvre pas. Ok, ils font appel à des témoins qui disent ok, vous avez vu, on n'a pas ouvert, on est en train de sonner depuis. Et maintenant, ils peuvent escalader à la rigueur. Ils font rien de tout ça, ils escaladent. Ça, c'est la première chose. N'oublions pas que Louis-Philippe Grondéon a été l'une des plus grandes autorités de ce pays en matière de police. On lui envoie une convocation tout simplement. Et il va se présenter. Pas de convocation, rien. Vous venez chez lui, vous escaladez. Ça, c'est déjà une violation de la procédure. Dans un pays normal, ça constitue déjà un vice. Ça, c'est l'une des premières choses que nous avons soulevées. Et pourtant, la police ne serait pas sans le savoir, maître Keke. C'est tellement élémentaire que le préciser devient très gros. Qu'est-ce que je veux dire par là? La police le sait. Qu'elle soit républicaine, gendarmerie, police nationale, fusionnée ou non fusionnée, ils le savent. Et peut-être qu'elle a fait exprès, la police. Ah, si elle a fait exprès, c'est peut-être pour aider son ancien directeur général. Moi, là, je suis content. L'avocat est content. L'avocat est content. Peut-être que la police l'a fait pour aider son ancien directeur général. Donc là, c'est l'une des premières nullités que nous soulevons en disant, vous n'avez pas à avoir accès chez lui, pas escalade. Ça vicie la procédure dès le départ. Excusez-moi. La personne qui a été arrêtée a été directeur général de la police nationale. Donc elle connaît, Louis-Philippe Grondéon connaît les procédures policières. C'est un juriste. Et c'est un bon juriste. C'est pas pour rien que Louis-Philippe a été major d'une promotion. Donc c'est un bon juriste. Il sait bien analyser les textes. En matière de police judiciaire, et c'est lui qui me l'a appris, à César ce qui est à César, normalement, les agents de police judiciaire ne précèdent jamais les OPJ, les officiers de police judiciaire. C'est-à-dire, reprenez les agents de police judiciaire, les OPJ, ce n'est pas les mêmes? Non, ce n'est pas les mêmes. L'OPJ est supérieur à l'agent de police judiciaire. Il est supérieur au simple, comment dirais-je, excusez-moi, au simple policier là, un V que vous voyez. L'OPJ, il a qualité supérieure. Et il est accompagné des agents de police judiciaire. Dans le cas de Louis-Philippe Grondéon, lors de son arrestation, ce sont les agents de police judiciaire qui sont arrivés avant, qui ont immobilisé notre client, en attendant, avant que les officiers de police judiciaire de la brigade criminelle ne viennent. Et quelle est la faute là, selon vous? La faute, c'est que la procédure n'a pas été respectée. Vous savez, qu'est-ce qui sauve une démocratie? Ce qui sauve une démocratie, c'est la procédure. Et là, nous sommes en matière pénale. C'est une matière qui peut porter atteinte aux libertés, qui peut vous priver de votre liberté. C'est pour ça qu'on dit en droit pénal, le droit pénal est d'ordre public et elle doit être d'interprétation restrictive. Vous ne pouvez pas dire quelque chose que le texte de loi ne dit pas. Vous ne pouvez pas faire quelque chose que le texte de loi ne dit pas. Et cette interprétation restrictive doit aller normalement dans l'intérêt du prévenu, du mis en cause. C'est la procédure, il faut la respecter, c'est simple. C'est ce que les avocats demandent souvent, respecter la procédure. Les magistrats la connaissent, les avocats la connaissent, les policiers, les OPJ la connaissent. Et dans le cas de Louis-Philippe Grondéon, il y a déjà cette deuxième violation. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être que les policiers l'ont fait pour aider leur patron, leur ancien patron, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je constate qu'il y a violation de la procédure. 2 violations déjà là. 2 violations déjà, c'est pas fini. 3e violation. Et ça touche aux droits fondamentaux de Louis-Philippe Grondéon. On le menotte aux environs de 19h chez lui. Ok? On le menotte. Finalement, on fait une perquisition, je reviendrai sur ce point. Perquisition finie, on l'embarque de Calavi jusqu'à la brigade criminelle. À Blangandan. Et on le garde menotté jusqu'à 6h50 le lendemain lors de son interrogatoire. Il a dormi menotté. Il a dormi menotté. Et pas derrière, a-t-on dit. Et pas derrière. Il a dormi menotté. Il a dormi menotté. J'insiste parce que là, c'est la violation de ses droits fondamentaux, de ses droits constitutionnels. Pourquoi je parle de constitution? Dans notre corps, ce qu'on appelle le bloc de constitution du Bénin, nous avons la charte africaine des droits de l'homme. Et ça a été violé. C'est pas bon. C'est pas bon. Pas du tout bon. Même si c'est pas Louis-Philippe, n'importe quel kidam, n'importe quel citoyen ne doit pas être traité comme un chien. Garder quelqu'un menotté de 19h jusqu'à
au lendemain, aux environs de 7 heures, mettez-vous à la place des avocats que nous sommes. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas voir cela et fermer les yeux. On ne peut pas voir cela et ne pas le dire. Le parquet vous a rétorqué que vous n'en avez pas les preuves. Oui, je vois que vous avez suivi le procès. Le parquet nous a rétorqué qu'on n'en avait pas les preuves. Et là, j'ai admiré, et je la salue soit dit en passant, Maître Touré. Abiba Touré, qui a eu une réplique cingante en disant, mais aux membres du parquet, mais ce que vous dites que dont on n'a pas la preuve là, c'est écrit dans le procès verbal. C'est écrit, la mention a été faite. Alors, si c'est écrit, mention a été faite, la preuve est là. 3e violation. Si vous permettez, en de pareilles circonstances pour le public, pour les auditeurs, ceux qui nous suivent, comment peut-on faire ces genres de mentions lorsqu'on sait que, a priori, ceux qui écrivent le procès verbal sont ceux qui ont commis la faute? Ils en sont certainement conscients. Une fois encore, pour aider l'ancien patron? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a lieu de se poser des questions. L'avocat que je suis, quand il voit, les avocats que nous sommes, quand nous voyons quelque chose comme ça, nous devons le soulever et le dénoncer. Parce que c'est indigne d'une démocratie. C'est indigne d'une république. C'est indigne d'une justice. La justice n'est qu'exercée qu'en votre nom, en mon nom, au nom du peuple béninois souverain. Est-ce que les citoyens que nous sommes peuvent accepter? Pouvez-vous accepter que votre frère, votre ami, quelqu'un que vous connaissez, même si vous ne connaissez pas, soit menotté de 18h aux environs de 7h le lendemain? Ça ne se fait pas. Donc on dit qu'il aurait pu en mourir, quelqu'un d'autre serait mort. Il aurait pu en mourir. Il aurait pu en mourir. D'ailleurs, ça n'a pas été sans entraîner des conséquences dans son chef. Ah ouais? Ben oui. Quand on vous garde menotté, les menottes, c'est pas des caresses. Hein. C'est du fer contre votre peau. C'est du fer contre la peau. Dans la pratique, qu'est-ce qui aurait dû être quand on l'a arrêté, on l'amène à la brigade criminelle et, comme on dirait, on le détache? Monsieur Avancet, il ne présentait, le Philomène Brindé, ne représentait aucun danger. Vous lui enlevez les menottes, vous le démenotez, vous le mettez en cellule. C'est tout. Comme on le fait pour tout le monde. On le met en cellule, il est bien bouffé par les moustiques, il ne peut pas y échapper. On connaît les cellules de nos pays, de nos commissariats, surtout à Blangana là. Les moustiques vont bien le bouffer et puis c'est tout. Si c'était le cas, on n'allait pas dire à la criette, mais vous l'avez laissé aux moustiques. Mais ça n'a pas été le cas. Peut-être il se trouve qu'il a été violent avec les policiers. Non, absolument pas. Absolument pas. C'est un érudit ce monsieur. Absolument pas. Il leur a appris même des choses. Ah bon? Permettez-moi de poursuivre concernant les nullités. La perquisition qui a été opérée chez lui. Parce qu'on a perquisitionné chez lui, on a saisi des effets. La perquisition qui a été opérée chez lui, normalement, je n'ai pas la disposition exacte en tête, mais je peux l'expliquer. L'article de loi, c'est ça que j'appelle la disposition. Pour effectuer une perquisition, on dit que la personne sur laquelle la perquisition est faite doit donner son assentiment, doit donner son accord. Cet accord doit être exprès. Vous savez. Exprès, c'est-à-dire écrit? J'y viens calmement. Vous savez, nous n'inventons pas les textes de loi. Quand on invite nos juristes béninois, je parle du Bénin, à pondre un code pénal, à pondre un code de procédure pénale, ils ne pensent pas à nos réalités, c'est ce que je constate amèrement. Ils ne pensent pas à nos réalités, ils vont faire du copier-coller des textes français la plupart du temps. La plupart du temps, c'est du copier-coller. Et quand je plaide, je le dis, c'est du copier-coller sans droit d'auteur. Du copier-coller, mais depuis toujours, Maître Keke? Ce que je constate, en tout cas depuis que moi je suis avocat dans ce pays, c'est ce que je constate. C'est du copier-coller sans droit d'auteur. Et ça, vous avez ça dans plusieurs codes. Depuis toujours, depuis les indépendances. Mais je parle des nouveaux textes que je vois là actuellement. C'est du copier-coller. Et donc, on dit que l'assentiment, donc l'accord du perquisitionné doit être exprès. Sauf que les Français qui ont pondu leur test, ils ont eu le temps. C'est l'article 77, ça me revient. L'article 77 du Code de procédure pénale. Ce test ressemble mot pour mot, point par point, virgule par virgule serré à l'ancien article 76 du Code de procédure pénale français. C'est la même chose. Sauf qu'en France, le droit se nourrit de comparaison. Nous ne l'avons pas inventé, donc nous devons aller voir ce que les autres, chez qui nous l'avons pris, en ont dit. Sauf qu'en France, on dit que l'accord doit être écrit. La jurisprudence l'a analysé. Il y a des arrêts des cours et tribunaux. Ça doit être écrit. Exprès, écrit. Parce que quand vous faites face à une police qui est celle que nous voyons là, avec tout ce qui s'est passé dans le dossier, on est en droit de se poser des questions. Ils peuvent mettre que, je ne dis pas ce qu'ils ont fait, mais ils peuvent mettre que
L'assentiment a été donné. Je vais un peu revenir en arrière pour vous expliquer mes doutes et ma peur. Dans le procès verbal, je le dis parce que je l'ai plaidé en audience publique. Donc je peux en parler. Dans le procès verbal, pour dire qu'ils ont accédé à la maison de Louis-Philippe Goudéon, ils ont juste mis « nous y accédons ». Mais ils n'ont pas dit comment. Parce qu'ils savent très bien que y accéder par le mur n'est certainement pas bon. Donc pour en revenir à la perquisition, ils n'ont pas l'accord écrit. Ça a été analysé, on dit que ça doit être écrit, ça doit être holographe, c'est ce que la loi dit. Holographe, c'est ce que la jurisprudence dit. Donc ça doit être écrit. Il n'y a pas ça. Quatrième vice. Mais pour rester un peu sur ce vice, maître François Keke, on vous retorquera que Louis-Philippe Goudéon n'est pas le premier chez qui on va faire de perquisition et que depuis des lunes, la police béninoise n'a jamais reçu d'accord écrit de quiconque. Sans doute, c'est pas la pratique sous les tropiques, maître Keke. Ou on veut une justice tropicalisée, c'est ce que je vois. Alors on crée des tests tropicalisés. Ou on veut une justice hivernale. Et on prend les tests hivernaux de là-bas et vous les appliquez ici. C'est ça le problème. Quand vous faites du copier-coller sans droit d'auteur, qu'est-ce que l'avocat fait? L'avocat qui fait de la recherche, il va aller voir comment ce test a été interprété, comment la jurisprudence l'a interprété, comment ça a été appliqué, et il vous le dit. Le droit se nourrit de comparaison. Tous les thésards, tous les docteurs en droit de chez nous, allez lire les doctorats, allez lire les mémoires, allez lire les travaux des étudiants en droit. Pensez-vous qu'ils vont faire des travaux sans citer de la jurisprudence française? Jamais. Mais absolument jamais. Ils vont citer de la jurisprudence française. Parce que nos tests ont pour base souvent la France. À partir de ce moment, l'avocat est en droit d'aller voir. Ok, ça c'est la première chose. Si ça s'est passé toujours comme ça, tant va la cruche à l'eau qu'elle se casse. C'est pas parce que ça s'est toujours passé comme ça que nous, avocats de Louis-Philippe Goudéon, nous voyons la chose que nous n'allons pas la soulever. Quand on voit, on soulève. Vous soulevez ce qui vous arrange, ce qui arrange votre client. Non, on soulève ce qui arrange la justice, qui est rendue, je le souligne encore une fois, au nom du peuple béninois. On soulève ce qui arrange la justice. Parce que Louis-Philippe Goudéon est là aujourd'hui. Demain, ça pourrait être vous. Demain, ça pourrait être moi. Demain, ça pourrait être les magistrats. Donc, nous soulevons ça dans l'intérêt premier de la justice. Incidemment, dans l'intérêt de notre client. Mais d'abord, l'intérêt premier de la justice. La troisième nullité, la troisième exception que nous avons soulevée, qui finit pour moi, pour nous, d'achever la chose, et nous espérions que, au moins sur ça, ils allaient nous donner raison sur le siège. C'est le mandat de dépôt. Que reprochez-vous au mandat de dépôt? Le mandat de dépôt, pour vos auditeurs, c'est l'acte qui met Louis-Philippe Goudéon en prison. Je vais vous dire ce que nous lui reprochons sans aller dans notre stratégie procédurale, la stratégie de notre dossier, parce qu'on n'a pas encore abordé le fond, donc on va rester sur la procédure. Quand vous lisez le mandat de dépôt de Louis-Philippe Goudéon et celui de son neveu qui est un dommage collatéral, c'est Chris, qui a été arrêté avec lui, parce que lui il est poursuivi pour complicité. On va y revenir. Donc quand vous lisez ce mandat de dépôt, quand vous comparez les deux, vous voyez que sur le mandat de dépôt de Louis-Philippe Goudéon, il est mis que cela lui a été notifié à 13h. Or, sur celui de son neveu, il est mis que cela lui a été notifié à 21h. Permettez-moi d'expliquer les choses. J'étais au déferment. C'est-à-dire, vous étiez là le jour où on les a présentés au procureur. J'étais là le jour où on les a présentés au procureur. Il a d'abord été reçu, et je reviendrai sur ce point tout à l'heure, par le premier substitut. On a attendu. Les deux ou Louis-Philippe Goudéon seul? Les deux ont été reçus par le premier substitut. On a attendu qu'ils délibèrent, qu'ils fassent leur conciliabule. Bon, bref. Toujours est-il que c'est aux environs de 21h ou à 21h que le mandat de dépôt leur a été notifié. La preuve ressort déjà du dossier quand vous comparez, mais la preuve ressort d'autre chose. C'est que moi-même, quand, juste quelques minutes après que le mandat de dépôt leur a été notifié, Jean-Luc Akplogan me prend en interview, votre confrère de RFI. Mais tout le monde n'a qu'à aller voir. C'était quand? C'était la nuit. Donc, comment peut-on légitimement croire que ce mandat de dépôt n'avait pas été préparé avant? Et c'est ce que j'ai plaidé, c'est ce que nous avons plaidé. Le mandat de dépôt, pour nous, a été préparé avant. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les choses, Louis-Philippe Goudéon, on le prend en interrogatoire à la brigade criminelle à 6h50. Il savait certainement que la procédure serait déférée avant. Le mandat de dépôt avait été préparé avant. Et ce mandat de dépôt comporte les mêmes fautes que les PV. Quelle faute? L'une des fautes, par exemple. C'est-à-dire, on écrit que mon client, notre client, a 6 enfants.
Louis-Philippe Bourdon n'a jamais eu 6 enfants. Il en a 4. Cette faute-là avait déjà été commise dans les PV d'interrogatoire. Mais est-ce que ce n'est pas normal? N'est-ce pas les PV d'interrogatoire qui sont transmis à la criette, à la juridiction? Oui, monsieur Avancet, cela va de soi. OK? Oui, mais le procureur qui doit décerner mandat de dépôt reçoit le mis en cause, l'écoute et l'interroge. S'il avait interrogé Louis-Philippe Bourdon, lui aurait dit « Je n'ai pas 6 enfants, j'en ai 4 ». Mais d'où sort alors ce chiffre de 6 enfants si ce n'est pas Louis-Philippe Bourdon lui-même qui a dit ça? Ce chiffre ressort peut-être d'une erreur qui a été commise à la brigade criminelle. Et ça prouve que le mandat a été établi avant. Mais si c'est une erreur, elle peut être juste matérielle, non, Maître Keke? Nous sommes en matière de procédure pénale. Une erreur, ça peut aller. Je peux encore l'accepter. Mais 2 erreurs. Mais revenons un peu à l'heure du mandat de dépôt. Louis-Philippe Bourdon n'a pas le don d'ubiquité. Vous ne l'avez pas, je ne l'ai pas. Mais peut-être à la criette, et je l'ai plaidé, ils ont peut-être le don d'ubiquité procédurale. C'est-à-dire, il y a une double procédure. Vous voyez, le don d'ubiquité, c'est quand quelqu'un peut être à 2 endroits à la fois. Le Christ là. il paraît. Il paraît. Mais j'y crois, j'ai la foi. Le Christ là. Mais je n'ai pas encore trouvé de procédure christique à la criette, ni nulle part ailleurs au monde. Donc à partir de ce moment-là, Louis-Philippe Bourdon était en train d'être auditionné à la brigade criminelle à 13h. Le mandat de dépôt est prêt à 13h. Je vais prendre un élément de comparaison que j'ai pris à la criette. Un acte qui devait vous être notifié, communiqué le 16 décembre. On écrit dans l'acte qu'on vous l'a communiqué le 13 décembre. Comment on appelle ça? C'est un acte anti-daté. Donc c'est un faux, c'est de la fraude. Et la fraude, on dit en matière de droit, corrompt tout. Ça corrompt tout. Plus encore en matière pénale. Alors, si vous permettez, Maître Keke, pour faire simple, revenons en arrière. Quand vous dites qu'à la brigade criminelle, il était là encore à 13h, eh bien, c'est après la brigade criminelle, c'est après la police que, normalement, celui qui est interrogé est renvoyé au tribunal. C'est bien ça. Donc, il ne peut pas être à la brigade criminelle, la procédure ne pas avoir été bouclée à la brigade criminelle et déjà à la criette où on l'attend, on dépossède déjà son mandat de dépôt. C'est bien ce que vous dites? C'est bien ce que je dis. Je vais prendre un autre exemple pour que les auditeurs comprennent. Les policiers, c'est pas eux qui m'envoient en prison. Ils peuvent vous mettre en détention provisoire, en garde à vue. OK? Vous êtes là, vous attendez, et ça ne dure pas plus de 8 jours, sauf erreur de ma part. Et ils pensent que les faits sont avérés, que vous devez aller en prison. Ils viennent devant le juge, le procureur vous dit, je vous mets sous contrôle judiciaire. Je mets la personne que vous avez présentée devant moi sous contrôle judiciaire. Je lui dis, on lui retire son passeport, il ne sort pas du Bénin, et on ne fait pas ceci, ou il paye telle caution, et voilà. Mais le procureur doit déjà avoir entendu le mis en cause avant de décerner son mandat de dépôt ou de le placer sous contrôle judiciaire. Ce qui n'a pas été le cas de ce mandat de dépôt, puisqu'il a été signé à 13h, alors même que Louis-Philippe Bourdon était encore dans les locaux de la brigade criminelle. Quand vous lisez le mandat de dépôt, ce qui est écrit dessus, on écrit « par devant nous, en notre cabinet ». C'est ce que le procureur écrit. Ça veut dire que la personne est venue devant lui, en son cabinet, si à tel endroit. Donc, à ce moment-là, si c'est devant lui, c'est pas à 13h. À 13h, Louis-Philippe Bourdon, je vais insister, je vais le marteler. Louis-Philippe Bourdon était à la brigade criminelle. À Blangandan. À Blangandan. Il n'était pas à Gary. Il ne pouvait pas l'être. Il n'a pas le don d'ubiquité christique. Il y a un problème. Il y a un véritable problème. Et je n'ai pas dit que j'ai honte, mais je dis que j'ai peur. J'ai une peur bleue, une peur sidérée. C'est pas possible que de telles choses puissent se passer et qu'on laisse passer. C'est pour ça que nous avons insisté sur ce vice-là, cette faute-là. Pour nous, le mandat de dépôt est un faux. Si c'était un acte privé, ça allait se comprendre. Ok, vous signez un contrat avec quelqu'un, vous l'antidatez, et le type veut soulever de j'abandonne. Mais ici, il s'agit de la liberté d'un être humain. Il s'agit de la liberté d'un citoyen. Il s'agit de la liberté d'un fils du Bénin. Votre collègue venu de Paris, Abiba Touré, pour ne pas la nommer, elle dit que ceci signifie que les dés étaient jetés. C'est pas mon collègue, c'est mon confrère, ma consoeur. Pardon, votre consoeur. Oui, bon, pardon. Excusez-moi, écoutez. Oui, c'est ce que cela laisse croire. Non, c'est pas ce que cela laisse croire. C'est ce qu'on a vu.
Il ne faut même pas dire que c'est ce que cela laisse croire. C'est ça. Donc l'intention était là de le jeter en prison. J'analyse les données factuelles. Mon père, qui était avocat, que Dieu ait son âme. Maître Joseph Keke. Maître Joseph Aguillon Keke, Jacques. Il m'a enseigné ceci, dit mon fils, les faits sont têtus. Les données factuelles, des fois, sont têtues. Pas des fois, mais toujours. Ce sont ces données factuelles têtues qui, aujourd'hui, nous prouvent que les dés étaient jetés à l'avance. Et que, moi, magistrat, je ne le suis pas et je ne veux pas l'être. Ça ne m'intéresse pas. Moi, magistrat, je mettais en liberté Louis-Philippe Goudéon. Je ne gagne pas mes dossiers dans la presse. J'aime le plaidoyer. J'aime aller plaider. J'aime défendre des gens. C'est le serment que j'ai prêté. Et je l'ai prêté 2 fois. Donc, je ne gagne pas mes dossiers dans la presse. Mais quand il y a de tels vices, de telles fautes, de telles fraudes, même si on veut faire quelque chose, qu'on recule en disant ça, les gens là ont trouvé. Et c'est tout. Ma consoeur a raison donc de dire que les dés étaient pipés ou le jeu était fait à l'avance. Il y a une volonté, c'est ce que nous plaidons. Il y a une volonté de jeter Louis-Philippe Goudéon en prison. Donc, globalement, voilà les exceptions de nullité que vous avez soulevées le 16 décembre dernier. Globalement, c'est ça. C'est ça. Et j'attends le 27 décembre pour voir ce que la CRIET va décider. J'espère qu'ils me feront un beau cadeau d'anniversaire parce que cette date-là suit justement mon anniversaire. Bon, je ne leur donne pas la date. J'espère qu'ils m'entendent et qu'ils me feront un bon cadeau d'anniversaire en libérant mon client. Le 27 janvier plutôt. Le 27 janvier prochain, j'attends. Oui, bon, je suis pas... Oui, excusez-moi, j'ai dit 27 décembre. Non, je suis né en janvier. Voilà, ils me feront un bon cadeau d'anniversaire en libérant mon client. Mais c'est pas un cadeau d'anniversaire qu'ils feront à Maître Keke. Ils feront un cadeau à la justice béninoise. Le juge, le magistrat, la CRIET, les juges du ciel feront un cadeau à la justice béninoise en montrant que nous sommes impartiaux. Mais alors, si le juge a donné suite à vos exceptions de nullité en disant oui, nous allons y réfléchir, revenez le 27 janvier, on va délibérer, peut-être bien qu'ils sont presque à moitié convaincus déjà de la véracité de ce que vous soulevez, de ce que soulèvent les avocats, non? Je ne sais pas s'ils sont à moitié convaincus, mais moi je suis à 100% convaincu. Sans doute. Oui, sans doute. Mais écoutez, monsieur Avancet, vous savez, le droit est cartésien. D'ailleurs, les meilleurs juristes avant étaient des scientifiques. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le droit est cartésien. Quand vous regardez dans ce dossier, quand vous y regardez de plus près, je ne vois pas comment, par quel habillage, par quel artifice judiciaire ils vont utiliser pour s'en sortir. Il y a trop de nullité, il y a trop de déception. Et ce qui achève de les achever, permettez-moi la redondance des mots, et c'est ce que je leur ai expliqué. Je leur ai dit à la CRIET que ce faux, en tout cas cette fraude-là, que le mandat de dépôt a été signé avant que le procureur n'ait même vu mon client, notre client en disant par devant nous s'est présenté, que ça plonge sa procédure dans une profondeur abyssale, c'est une vacuité procédurale abyssale. C'est-à-dire que vous allez... Il n'y a rien là, c'est vide. On va creuser, il n'y a rien. On va creuser, il n'y a rien. Mais c'est normal qu'un avocat défenseur dise ce que vous dites là. Non, c'est pas normal qu'un avocat défenseur le dise. Là, je parle, ok, j'ai les 2 chapeaux, je parle en tant qu'avocat défenseur, mais je parle en tant que citoyen de ce pays. Je parle de justice. Je suis épris de justice. Je n'ai pas fait des années de droit que pour voir le droit piétiner ainsi. Non. Devenir avocat, en tout cas d'où je viens, c'est bac plus beaucoup. C'est bac plus 9. Nous ne l'avions pas dit au début de cette émission. Vous venez de Bruxelles, du barreau de Bruxelles précédemment. Oui, voilà. Donc c'est 9 ans. C'est bac plus 9. Et pour l'étranger que j'étais au barreau de Bruxelles, c'est bac plus 10. Donc à partir de ce moment-là, vous ne faites pas 10 ans. Écoutez, vous passez 10 ans à construire votre maison. Et un kidam vient, met quelque chose à la maison, tombe. Vous serez content? Non, je ne crois pas. Comparaison n'est pas raison. Je prends cet exemple-là pour montrer que un juriste, qu'il soit bon ou mauvais, un juriste moyen ne peut pas laisser passer une chose comme ça. C'est élémentaire que de dire, on nous l'apprend. La fraude corrompt tout. Quand il y a fraude, quand ça ne va pas, il faut dire ça ne va pas. Le mandat de dépôt est corrompu. Oui, mais maître François Atelier-Keke, en votre fort intérieur, est-ce que c'est vraiment de la fraude ou une succession d'erreurs matérielles? Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Une succession d'erreurs matérielles, une erreur ça peut aller. 2 erreurs ça peut aller.
3 erreurs, ça pourrait aller encore? Non, je ne crois pas. En mon fort intérieur, je ne crois pas. Ce mandat de dépôt avait été préparé avant. Autrement dit, il a eu de la manipulation. Je ne sais pas comment qualifier cela. Moi, dans mes conclusions que j'ai déposées à la Cour et j'attends qu'elle réponde à la criette, c'est que j'ai dit qu'il y a fraude à la loi. Il y a une fraude, il y a une faute, il y a un faux. J'ai dit qu'il y a un faux. Les éléments du faux, c'est-à-dire, bon, je vais pas être très technique, les éléments du faux sont constitués. C'est-à-dire quoi? Il y a eu un mandat qui a été établi avant que Louis-Philippe Bourdéon ne comparaisse. Il y a eu volonté d'envoyer Louis-Philippe Bourdéon en prison. Donc, pour prendre une comparaison, il y a eu volonté de nuire. Qui est mal en prison? Mon client n'est pas suicidaire. Louis-Philippe Bourdéon n'est pas suicidaire. Mais Abiba Touré l'a dit. Il n'est pas suicidaire. Donc, personne n'aime aller en prison. Moi, le premier. Donc, il y a une volonté de nuire. C'est ce que nous avons plaidé. Mais qui a intérêt à nuire à Louis-Philippe Bourdéon? Les juges lui en voulaient-ils? Le parquet de la criette lui en voulait-il? Je ne sais pas qui a intérêt à nuire. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a un mandat de dépôt qui a été signé avant. Et je vois les conséquences du mandat de dépôt, c'est qu'il est en prison. C'est tout. Mais Maître Keke, quand vous écoute dire ce que vous dites, c'est à peine si ça ne fait pas de frayeur. Personne n'est en sécurité finalement alors. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai peur. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est de la frayeur. C'est de la peur bleue. Parce que si de telles choses peuvent se passer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que j'espère que j'aurai un cadeau d'anniversaire le 26 janvier prochain de la part de la criette, que le peuple béninois aura un cadeau d'anniversaire à travers moi, que la justice béninoise aura un cadeau d'anniversaire. En fait, j'espère que les juges du siège qui sont ou qui doivent être impartiaux, en tout cas c'est ce que les textes disent, doivent dire ça là. On oublie la perquisition, on oublie qu'ils ont escaladé, on oublie tout le reste, mais cette fraude là, on ne peut pas y échapper. On dit le mandat de dépôt est nul. En fait, quand vous dites la fraude corrompt tout en droit, ça veut dire tout, quand vous faites une fraude, c'est toute l'opération, toute la chaîne qui tombe, comme un château de cartes. Donc, Louis-Philippe Bourdéon doit être mis en liberté. Il doit être sorti de prison pour repartir chez lui librement. Absolument. Mais ce que vous dites est assez grand, presque inespéré, non, Maître Keke? Non, c'est pas inespéré. J'ai la faiblesse de croire encore un peu à la justice de mon pays. Et si par-dessus tout, malgré votre espérance, il n'était pas libre ce jour-là, le juge vous donnait tort aux avocats défenseurs et à Louis-Philippe Bourdéon? Je lirai alors avec une attention particulière la décision par laquelle le juge va rejeter nos observations liminaires, nos exceptions que nous avons soulevées, les exceptions de nullité que nous avons soulevées. Je lirai ça avec une attention particulière. Mieux. Vous ferez attention à ces arguments, c'est ça? Je ferai attention à sa motivation, à ses motivations. Particulièrement mieux. Je remettrai ça à d'autres juristes à lire. Et on avisera à ce moment-là. Alors, est-ce que vous tirez comme conclusion, est-ce que vous donnez raison, Maître François Keke, à ceux qui pensaient déjà que la justice béninoise est politique, est politisée? Je ne sais pas, mais j'ai plaidé quelque chose. Ce que je plaide, je le revendique, je le dis. J'ai plaidé quelque chose, je ne savais même pas que je l'avais plaidé, peut-être que c'était dans l'élan de mes plaidoiries, c'était dans l'élan de la verve, je ne sais pas. Mais j'ai plaidé quelque chose, j'ai dit devant la criette, que la criette étant ce qu'elle est. Et j'ai plaidé après la libération, la mise en liberté provisoire de mon client. Je ne sais pas si la justice est politisée, mais ce que je constate là me fait peur. Me fait peur. Nous devons avoir confiance en notre justice. Vous savez, sous dossier, les magistrats sont élus, les procureurs sont élus. Je parle des États-Unis. Ici, ils sont nommés. Comparaison n'est pas raison. Quand vous élisez quelqu'un, c'est que vous lui faites confiance. Pour lui donner, pour lui mettre en ses mains votre destinée. Ok? Ici, les magistrats sont nommés. Ok? Mais il n'en demeure pas moins que la justice n'est exercée qu'au nom du peuple béninois, le peuple souverain. À partir de ce moment, il faudrait mieux qu'elle ne soit pas politisée. Les juges du siège, ce que j'appelle les juges du siège, ce sont les magistrats qui rendent la justice. C'est pas le procureur. Le procureur, ok, lui peut être soumis au ministère de la Justice. Je pense même que dans les textes, je vérifierai, je crois même que dans les textes, le procureur est soumis à sa hiérarchie. Les membres du parquet, je veux dire. Mais les juges du siège, non. Ils ne sont pas soumis. Ils doivent être impartiaux.
Ils ne sont pas censés être soumis. Ils ne sont pas... Non, ils ne sont pas censés. Non, je ne dirais même pas ça. Non, je ne dirais pas ça. Ils ne sont pas soumis et ils ne doivent pas être soumis. C'est ça, les textes. Mais c'est presque une vérité de la palissade au Bénin que les juges sont bel et bien soumis, non? Mais je préfère alors croire aux mensonges qui ne sont pas soumis. Parce qu'ils doivent être impartiaux. C'est ce que disent les textes. Il faut que nous puissions faire confiance à la justice de notre pays et que nous ne pensions pas qu'elle est politisée, qu'elle est aux mains du pouvoir exécutif et que des citoyens béninois pensant cela soient à l'extérieur. Vous savez, même pour les investisseurs, je vais vous raconter une petite histoire de ce qu'est la justice et de ce qu'est l'impartialité du juge. Un jour, mon ancien patron m'appelle pour me présenter des investisseurs qui voulaient venir au Bénin. J'étais tout content, c'était un gros contrat. On parlait de sommes énormes. Je me dis, ok, c'est bon. Et puis, à un moment, on me pose des questions. Et il y a un Anglais là qui me dit, what I want to know, ce que je veux savoir, can I have my money back in case of problem, in case of litigation? Ce que j'aimerais savoir, est-ce que l'argent que j'investis, je peux l'avoir retour en cas de litige, en cas de problème, de contentieux? Je veux savoir si votre justice est indépendante et impartiale. C'est la question que les investisseurs se posent. Donc, une justice indépendante et impartiale, c'est dans l'intérêt du peuple béninois. Si elle n'est pas impartiale et indépendante, c'est pas bon. Il faut oser le dire. Alors, Maître François Attelé-Kéké, parlons du neveu. Parlons de Monsieur Camille, qui était aux côtés du général Louis-Philippe Oundéyon lors de son arrestation. D'aucuns parlaient de dégâts collatéraux. Il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, mais il est toujours en prison, au même titre que Louis-Philippe Oundéyon, et avec les mêmes chefs d'accusation, non? Non, c'est pas les mêmes chefs d'accusation. Lui, c'est une complicité d'eux. Il est complice. Complicité d'incitation à la rébellion, complicité... Non, complicité de harcèlement par voie électronique. Sauf erreur de ma part. Je suis l'avocat de Louis-Philippe Oundéyon uniquement dans cette procédure-là. Mais en lisant le dossier, vous lisez également les pièces du dossier qui concernent M. Camille Amoussou. C'est ça d'ailleurs qui nous a permis de pouvoir comparer les deux mandats de dépôt. Heureusement d'ailleurs que les deux dossiers sont dans la même farde, la même chemise de dossier. Heureusement. Sinon, s'ils avaient pris le soin de mettre le dossier de Louis-Philippe Oundéyon à part, on n'aurait pas pu faire la comparaison, puisque n'étant pas avocat de Camille Amoussou, je n'aurais pas eu accès à son dossier. Heureusement d'ailleurs. En fait, l'habillage qu'ils ont voulu faire, leur château qu'ils ont construit, juridiquement tombe. Ce neveu, c'est un danger collatéral. C'est un dommage plutôt collatéral. Mais que son sort ne vous étonne pas. En droit, nous disons quelque chose. L'accessoire suit le principal. Autrement dit, c'est la manière dont le principal est traité, c'est de la même manière qu'on traite l'accessoire. Louis-Philippe Oundéyon, on devait le mettre en prison. Son neveu était là. Malheureusement, il est en prison. C'est ce qu'on constate, c'est ce que je constate. Mais d'ordinaire, oui, la police sur les lieux de l'opération peut ramasser tout ce qu'il trouve, mais il faut qu'à un moment donné, on décante. On n'est pas passé à ce moment-là, on n'aurait pas pu décanter au déferment ou le 16 décembre dernier à la Criette. La Criette. Eh oui. La Criette. Pour dire quoi? Cela pour dire quoi? Ceci. Ils ont fait leur entrée, le bâtonnier que je salue en passant, le bâtonnier de la CS6, mon cher honoré confrère, maître Angelo Rompati, a soulevé la lourdeur des condamnations de la Criette. La Criette a la main trop lourde. La Criette a la main trop lourde. C'est ce que j'appelle la lourdeur des condamnations de la Criette. Un dossier n'est jamais l'autre. Mais à la Criette, vous venez, on prend l'inculpation qui défraie la chronique depuis 2 ou 3 ans maintenant. Comment ils appellent ça? J'ai oublié. Le professeur Joël Aïvo? Non, pas le professeur Joël Aïvo. Non, des inculpations, ce que les jeunes font là, j'oublie. Ah, ok. La cybercriminalité. La cybercriminalité. Ben bon, vous venez, c'est 5 ans, 60 mois de prison, 50 mois de prison. Mais un dossier n'est jamais l'autre. Alors là, on se pose des questions. Et le bâtonnier a bien fait de le souligner. On se pose des questions sur la Criette. Vous ne pouvez pas, un dossier n'est pas l'autre. Vous ne pouvez pas, cybercriminalité, 6 ans. Cybercriminalité, 5 ans. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut pouvoir le dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils auraient pu donner à certains 2 ans, 3 ans, 5 ans? Monsieur Vigile avancé, je le répète, un dossier n'est pas l'autre. Vous prenez un cybercriminel,
qui est récidiviste, ok, vous le condamnez à 5 ans, 60 mois. Vous prenez un jeune de 18 ans qui vient d'avoir son bac, qui, son frère lui laisse son téléphone en sortant, ou son frère oublie son téléphone, vous venez là, vous avez le téléphone avec lui, et vous dites c'est le téléphone de mon frère. Vous ne cherchez pas à comprendre, vous dites cybercriminel, 60 mois. Un dossier n'est pas l'autre. Je viens de prendre 2 exemples pour vous montrer qu'un dossier n'est pas l'autre, mais la criette a la main lourde dans les condamnations. Je ne sais pas comment et pourquoi le cas de M. Amoussou Camille, le neveu de Louis-Philippe Roundéon, n'a pas été traité, à part qu'on le libère en voyant que, bon, lui, complicité de harcèlement par voie électronique. Le harcèlement par voie électronique est défini dans le code du numérique. Là également, M. Arwancet, et bien bon, là également, c'est un copier-coller. Ce test-là existe en France. Mais ce débat-là, nous allons le faire au fond, si jamais fond il y a. Si jamais la procédure ne tombe pas par les nullités que nous avons soulevées, si jamais on va au fond, on fera ce débat. Ce fond que, encore une fois, vous n'espérez pas? Je n'espère pas qu'on ira au fond. J'espère que la justice... Je fais confiance aux magistrats du CES qui sont impartiaux. J'espère que, et je le dis, je le répète, qu'ils feront un cadeau au peuple béninois et pas à moi, en montrant que nous avons une justice indépendante et impartiale. Alors, maître François Keke, vous qui avez l'expérience désormais de 2 systèmes judiciaires, que pouvez-vous dire globalement du système judiciaire béninois? Écoutez, avec ce que je vois là, la justice est malade. Ah ouais, carrément. Carrément. La justice béninoise est malade, mais alors malade de quoi? Oh, je sais pas. De ses enfants, de son organisation, de son mode de fonctionnement. Je vais prendre un exemple. J'arrive au tribunal et je vois qu'un magistrat a son rôle. Le rôle, c'est le nombre de dossiers qu'il a à son rôle. 150 dossiers. OK? Il doit appeler 150 noms. Si c'est M. Vigile Arwancet, ça lui prend combien de secondes déjà? 30 secondes. Monsieur Vigile Yemane Arwancet. C'est comme ça que vous appelez. Si c'est moi, il va dire Keke Aguignon Atelima François. 1 minute. Il va faire ça plus de 100 fois, 150 fois. Qui a fait déjà 150 minutes. Dans chaque dossier, ils doivent dire ceci ou cela. Ce que je veux vous dire par là, l'appel du rôle, quand le magistrat cite les dossiers, les appels en disant, OK, tel dossier, des fois ça commence à 9h et à 11h, 13h on n'a pas encore fini. Comment voulez-vous qu'un magistrat placé dans ces conditions travaille de manière efficace et efficiente? C'est humainement impossible. Donc, il faut recruter plus de magistrats, plus de personnel judiciaire. Il faut recruter plus de magistrats, plus de personnel judiciaire et il faut les former. Il faut les former. Vous insistez sur la formation? Ben, j'insiste. Vous insistez parce qu'il a comme déficit, et les magistrats béninois dégagent comme un déficit de formation? Non, c'est pas là le problème, c'est pas ce que je veux dire. Quand vous avez des magistrats bien formés, ils peuvent oser vous dire, ah, monsieur le ministre de la Justice, ah, monsieur le président, ah, monsieur le garde des Sceaux, nous ne pouvons pas. Humainement, c'est impossible. Mais s'ils ne sont pas bien formés, ils vont se taire. Est-ce que c'est forcément de la formation que cela dépend? Vous parlez plutôt de l'audace, là? Non, ce n'est pas de l'audace. Oui, c'est un peu d'audace. Oui, ce n'est pas de l'audace. Quand un magistrat est bien formé, il va vous dire, ah, dans tel dossier, pour rendre mon jugement, pour rendre mon arrêt, il me faut, on va dire par exemple, il me faut tel temps pour analyser le dossier. Humainement, je ne peux pas le faire. Si je dois analyser le code de procédure pénale, je dois faire ceci. Humainement, je ne peux pas. La formation qu'on m'a donnée m'impose d'analyser le dossier avec attention. Or, si par mois, je dois traiter plus de 1000 dossiers, si par jour d'audience, je dois traiter plus de 100, je me rappelle, à cette audience-là, je pense que le magistrat, c'était tout récent, le magistrat avait 162 dossiers au rôle. Ah ouais? Oui, c'est au TPI de Cotonou, au tribunal de première instance de Cotonou, à la chambre des citations directes, tout récemment. Le 4, sauf erreur de ma part, je pense que c'était le 4 décembre dernier. C'était hallucinant pour moi. Je n'ai jamais vu ça d'où je viens. Donc, quand on compare, la comparaison va en défaveur de la justice béninoise. Il faut recruter, il faut former, recruter, et comment dirais-je, et désengorger le système judiciaire béninois. Mais vous dites qu'il faut savoir dire non, n'est-ce pas? Je vous retoquerai qu'il y ait des juges, ensuite dit non. On dit non. Quand je dis non, c'est en dehors donc des
multitude de dossiers qui peuvent avoir. C'est non, par exemple, à une pression venant de ce que vous dénoncez tantôt, l'exécutif. Quand je dis il faut pouvoir dire non, c'est dire non parce que la justice est organisée par le ministère de la Justice. Mais un magistrat ne peut pas, je le répète, je ne suis pas magistrat. Et quand je vois leurs conditions de travail, je dis je ne veux même pas l'être. Vous me donnez 1 milliard aujourd'hui, je vais dire non, je ne veux pas être magistrat. Je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Je ne peux pas venir et avoir mon rôle plus de 160 dossiers. C'est humainement impossible. Hier, ils ont dit non. Qui continue de dire non aujourd'hui? Qu'est-ce qui les en empêche? Qui continue de le faire aujourd'hui? Rien ne les empêche. En plus, aujourd'hui, il y a 10 ans, on n'avait pas autant de juridictions. La criette n'existait pas il y a 10 ans. La Cour spéciale des affaires foncières, ce que nous appelons la CESAF, n'existait pas il y a 10 ans. Donc, il y a des juridictions qui se créent. Donc, nécessité de recruter des magistrats. Mais en même temps, la population augmente, les infractions aussi, sans doute. Bien évidemment. Plus la population va augmenter, mais bon, je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas fait cette analyse, je n'ai pas fait cette enquête-là, j'ai pas. Mais cela va de soi que, je pense que c'est humain, que plus la population va augmenter, plus vous aurez des infractions. Je prends un exemple, bon, je reviens à la criette, je n'ai rien contre la criette, mais c'est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il y a 10 ans, est-ce qu'on avait le terrorisme au Bénin? Non, aujourd'hui on l'a. Donc, l'augmentation de la population où les faits font que, les situations font qu'il y a 2 sortes d'infractions. Le terrorisme qui se passe au nord de chez nous, paie à l'âme des soldats qui tombent pour la patrie. Voilà. Donc, quand il y a augmentation des infractions, quand il y a augmentation des affaires, il faut que la justice derrière suive. Quand vous allez dans un pays, on dit, quand vous voyez l'état de ses prisons ou l'état de sa justice, vous pouvez connaître l'état du pays. Alors, pour vous, en dehors de recruter plus de magistrats, en dehors de ce qu'il faut les former par ailleurs, quel remède il faut au plus vite appliquer à la justice béninoise pour la sortie de sa maladie, comme vous le disiez? Oh, je ne sais pas, je sais pas. Franchement, je pense qu'il faudra que tous les acteurs, en fait, déjà, il ne faut pas que les avocats travaillent contre les magistrats, que les magistrats travaillent contre les avocats. Je pense que on devrait organiser les assises de la justice pour que les huissiers, les magistrats, les greffiers, les avocats, que nous assumions tous pour trouver les solutions pour remédier aux maladies de la justice béninoise. Mais l'une des premières choses, c'est de laisser l'indépendance et l'impartialité au juge du siège. Pour moi, cela est primordial. Laisser l'indépendance et l'impartialité aux magistrats du siège. J'ai l'habitude, quand je prête devant la criette, de citer un dicton que mon père, père son âme, j'en reparle encore, m'a cité il y a des années. Il disait que quand la biche et le mouton ont des problèmes et qu'ils viennent te voir l'homme à la maison, faut pas parce que le mouton est ton voisin. Non, mais parce que tu vas le manger le lendemain. Il est là, et tu peux le tuer, il est soumis, il fait bon, voilà. Faut pas parce que c'est un mouton, justement, un mouton. Quand on dit un homme est un mouton, faut pas parce que c'est un mouton que si la biche a raison, que vous ne donnez pas la raison à la biche, il faut, quand la biche a raison, que vous donniez la raison à la biche pour qu'elle aille en brousse avec sa raison. En fait, tout cela, c'est pour dire qu'il faut être impartial. Donc, il faut l'impartialité et l'indépendance de la justice. Mais alors, Maître François Attelé-Kéké, la justice est malade, affirmez-vous. Mais les avocats peuvent-ils être en bonne santé? Peuvent-ils ne pas être malades aux côtés des magistrats malades, de la justice, d'un système judiciaire malade? Quand je dis que la justice est malade, c'est ce que je vois. Un juge ne peut pas avoir, surtout au pénal, le pénal touche aux libertés. Le pénal touche aux libertés, c'est là où on vous condamne. C'est là où on vous envoie en prison. C'est là où on va vous dire ceci. C'est là où on peut violer vos droits humains. Non, pas violer. Si vous tuez, si vous commettez une infraction, il faut que vous subissiez les rigueurs de la loi. Ok? Mais ces rigueurs de la loi, ça peut vous envoyer en prison. Donc on doit faire attention. Ok? Humainement, un juge ne peut pas, ne peut pas traiter 160 dossiers. Des fois, nous sortons de la criette à 22h. C'est pas normal. Un magistrat ne peut pas être en train de prendre des dossiers de 10h jusqu'à 22h avec une suspension de 30 minutes ou d'une heure. Non. Encore que les heures normales de travail au Bénin, c'est maintenant 17h30. Sous d'autres cieux, quand le magistrat doit dépasser les heures normales de travail, il faut une ordonnance spéciale du président du tribunal. Vous me demandez de faire une comparaison, je viens de la faire. Donc, tout ça doit être corrigé. Mais je dis également, quand je parle d'impartialité, il faut que l'impartialité nous fait avoir confiance en notre justice.
sachant que, quand nous savons que le magistrat que nous allons voir n'est soumis à aucune pression, qu'il va rendre sa décision libre de toute pression, on a confiance. Mais est-ce que cette impartialité et cette indépendance de la justice, ça existe? Si, ça existe. Humainement, ça peut se faire, ça existe? Ça existe. Nicolas Sarkozy vient d'être condamné. Ça, c'est récent. Pourtant, c'est un ancien président de la République. Et la décision a été confirmée jusqu'à la Cour de cassation. C'est là l'indépendance de la justice. On peut vous retorquer que même la condamnation de Nicolas Sarkozy, c'est la preuve que c'est politique. Oui, si on est de mauvaise foi. Oui, si on est de mauvaise foi. Vous savez, est-ce que sous nos latitudes, on va voir un ancien président condamné? Dès que c'est fait, nous allons dire que c'est politique. Nous allons dire qu'on veut lui faire des règlements de compte. C'est parce que notre justice n'est pas sous les cieux africains. Et là, ma consoeur l'a souligné. Nos justices, Abiba Touré l'a souligné, nos justices sont tropicalisées ou je ne sais pas quoi. Mais bon, il faut que nous puissions faire confiance à la justice. La justice permet, l'investisseur qui vient, je l'ai dit tout à l'heure, quand il vient, si votre justice est impartiale, il va investir son argent. Mais Maître Keke, vous n'allez pas m'échapper. La justice est malade, mais que sont les avocats béninois, eux autres? Vous savez, on dit, je vais vous répondre, je ne vais pas vous échapper, j'ai accepté de venir, donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas avoir une langue de bois, d'ailleurs je ne l'ai pas eu depuis, je suppose. La justice, c'est le dernier rempart de la démocratie. Quand elle tombe, il n'y a plus de démocratie. Je le répète, la justice est le dernier rempart de la démocratie. Quand elle tombe, il n'y a plus de démocratie. Et quand elle est malade, quand elle devient malade, la démocratie devient malade. Mais ça, c'est une petite phrase qu'on a souvent entendue. Est-ce que vous pouvez l'expliquer rapidement? La justice est la sauvegarde. Je vais vous dire quelque chose. Je suis, comme vous le savez, ou comme vous le savez. Donc, je suis un élu du Bloc républicain. Je suis conseiller communal d'Afranco. Défendre Louis-Philippe Mondéon dans le contexte actuel peut paraître bizarre à des personnes. Il y a même des amis, des personnes politiques qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et je leur ai répondu ceci. Ça participe au renforcement de la démocratie. Comme moi, un avocat, membre du Bloc républicain, élu du Bloc républicain, je défends Louis-Philippe Mondéon. Ça participe au renforcement de la démocratie. C'est ça la justice, c'est ça qu'elle devrait être. Mais si vous ne faites pas ça, et que la justice est totalement soumise à un pouvoir exécutif, législatif, si elle est soumise au pouvoir exécutif, il y a un problème. C'est pour ça qu'on dit que c'est le dernier rempart. Quand elle tombe, on envoie n'importe qui en prison. Quand elle tombe, le test est là, on habille de droit ce qui est illégal. Quand elle tombe, la démocratie est tombée. On a l'impression que seuls les avocats sont debout encore dans cette démocratie, dans ce système judiciaire malade. Nous devons être debout. Nous défendons la veuve et l'orphelin. Êtes-vous debout vraiment? En tout cas, mon ordre, l'ordre des avocats du Bénin, mon ordre est un ordre indépendant. Et pourtant, on a l'impression que vous n'osez pas. Il a fallu mettre Abiba Touré, venu donc de l'extérieur, pour que certaines vérités soient dites, pour qu'elle ose. Pourtant, c'est une femme par ailleurs. C'est une femme par ailleurs. Bon, on peut dire qu'elle a les couilles, excusez-moi l'expression, mais nous osons. Venez à la Criette voir les avocats plaider. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne gagne pas mes dossiers dans la presse. Je les gagne au prétoire. C'est là-bas que ça se passe. Et quand vous dites que nous n'osons pas, ne suis-je pas en train de répondre à vos questions? Quand vous dites que nous n'osons pas, le bâtonnier, Maître Angelo Rompati, mon cher honoré confrère, n'a-t-il pas écrit, n'a-t-il pas fait une communiqué de presse quand le frère Ronvi a été arrêté? Steve Amoussou plutôt. Je ne sais pas, on a dit que Steve Amoussou, le frère Ronvi, je ne sais pas si les deux, il y a une confusion de personnes, je ne sais pas si Steve Amoussou est là, je ne suis pas dans le dossier, mais c'est ce que je lis dans la presse, mais le bâtonnier a fait un communiqué de presse. Donc, ne dites pas que les avocats, nous n'osons pas. Je viens de vous donner 2 exemples par personne, je participe à votre émission, on se connaît, vous savez que je n'aime pas les journalistes, je n'aime pas venir parler à la presse, j'ai peur de vous, parce que je ne sais jamais quelle question vous allez poser, donc je fais attention, mais là, je suis là, je parle d'un dossier. Je fais attention à ce que je vous dis. Je fais attention à ne pas violer le secret professionnel, à ne pas violer le secret de notre institution, à ne pas dévoiler notre stratégie procédurale. Mais j'ai répondu à votre invitation. Et l'invitation, c'était de parler de ce dossier-là. Mais bon, ok, maintenant, on parle de justice. Je suis là. Je vous ai donné l'exemple du bâtonnier qui, quand Steve Amoussou a été arrêté, il a fait un communiqué de presse. Je vous ai donné l'exemple du bâtonnier qui, lors de la rentrée solennelle de la Criette, a
dit à la criette que la criette a la main lourde. Nous sommes indépendants, nous osons. Et c'est d'ailleurs cette indépendance-là que j'aime dans ma profession, l'indépendance de l'avocat. C'est ça que j'aime. Alors, Maître François Atelier-Keke, il se trouve que ces violations ou ces travers de la justice béninoise que vous dénoncez pour certains, et ça s'est multiplié, abondamment multiplié depuis 2016, ce qui leur fait dire que nous sommes désormais en dictature et que la justice, l'état de la justice est normal par rapport au contexte, désormais contexte politique. En dictature, il n'y a pas une justice véritablement indépendante. En dictature, certainement qu'il n'y a pas une justice indépendante. Mais j'ai la faiblesse de croire que mon pays est encore un pays démocratique. Mais j'ai la faiblesse de le croire. Le pensez-vous, vous, Maître Keke? Mon père, je viens encore de le citer, que Dieu ait son âme, s'est battu pour la démocratie dans ce pays. Mon père a été à la conférence nationale, ce qui a conduit à la Constitution de 1990, dont nous avons fêté l'anniversaire le 11 décembre dernier. Mon père était le vice-président du ACR, le Haut Conseil de la République, dont Monseigneur de Souza était le président. Donc, il s'est battu pour la démocratie de ce pays. Et vous allez me demander si je ne peux pas croire à la démocratie, la dictature. Il ne faut pas que la dictature vienne au Bénin. Nos parents se sont battus. J'ai l'habitude de dire aux jeunes de 40 ans, nous vous avons donné un pays démocratique. Préservez-le. Maître François Atelier-Keke, nous arrivons au thème de cette émission. Monsieur Vizil-Avancet, je vous remercie de me recevoir. C'est dommage et triste. Je suis effrayé que ce soit pas pour et pas le biais du dossier du général, je l'appelle toujours général, Louis-Philippe Oumdeyon, que vous m'appeliez à votre émission. Je souligne, je l'ai déjà dit assez, que je ne gagne pas mes dossiers dans la presse, mais ce dossier est particulièrement particulier, permettez-moi cette expression-là, pour que je puisse accepter votre invitation et attirer l'attention du public sur les nullités, les exceptions de nullité que nous avons soulevées, parce que le public doit savoir ce qui se passe et nous avons notre jargon que les gens... J'ai vu plein d'émissions passer sur le dossier. J'ai vu plein d'émissions. Madame Mathieu, le reportage n'était pas fidèle. J'ai vu plein de choses où le reportage n'est pas fidèle. Donc, je vous remercie pour cette occasion que vous m'offrez de faire un reportage fidèle et surtout d'attirer l'attention sur ces exceptions-là. Parce que c'est comme une maladie. Quand on dit que la justice est malade, nul n'est à l'abri de la maladie humainement. Donc, si des violations comme ça peuvent se commettre, aucun d'entre nous n'est à l'abri de ça. Il faut que la justice soit libre, impartiale et indépendante. J'ai dit, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Maître François Atelier-Keke. Merci d'avoir accepté malgré tout, malgré votre horreur des journalistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis. Grand Angle, c'en est fini pour ce dimanche avec à la technique Samuel Hungyo. Grand Angle, c'est